Bonsoir mes chers patriotes, merci à vous d'être présents pour la conférence sur le sujet des révoltes contre Rome au 1er siècle, conférence organisée par Émile, merci beaucoup à lui. Je vais donc lui donner la parole, juste après une petite précision, tout ce qui est question concernant la conférence se fera dans le salon questions-conférences, donc juste au-dessus, et également du coup les questions trouveront réponse après la conférence, voilà, c'est tout. Bonne conférence à tous. Et puis, Élie, tu as la parole. Très bien, alors déjà merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous proposer plutôt un petit exposé qui va durer une vingtaine de minutes sur les révoltes contre Rome entre moins 50 et le 1er siècle. Je vais utiliser cet exposé comme une introduction pour peut-être une future conférence que je ferai. Je vous reparlerai de ça donc à la fin en conclusion. Donc on va commencer. Alors. Donc, comme on le voit sur la carte là, c'est donc une carte des limes de l'Empire. La majorité des concentrations des militaires sont sur les frontières. Voilà. Donc, ce sont les fameuses limes qui servaient à défendre l'Empire des incursions des peuples que les Romains appelaient barbares. On remarque également des concentrations de troupes assez importantes dans des endroits qui sont à première vue de faible importance stratégique. Je pense notamment à la Palestine, appelée Judée, ou à l'Angleterre qu'on a appelée Bretagne. On voit aussi que les frontières germaniques de l'Empire sont beaucoup plus défendues et en profondeur que les autres frontières. Vous avez peut-être deviné avec l'intitulé du sujet que c'est certainement dû à la récurrence de révoltes dans ces régions, et vous avez raison. Comme vous le savez, Rome s'est faite par la conquête, et pour conserver tous ses territoires, elle a dû développer un système d'occupation et d'administration efficace. Cependant, les politiques qu'elle a mis en place ont dû être à la mesure de la masse de territoire à conserver, et par conséquent violentes. En effet, la diversité culturelle et l'étendue de ces territoires ont rapidement rendu impossible l'intégration totale des populations de ces régions. Rome a donc dû s'adapter et faire en sorte d'empêcher au mieux les révoltes. Révoltes qui sont une réelle crainte pour les Romains, attachés à l'ordre et qui ont le traumatisme d'anciennes révoltes. D'autres genres, les révoltes serviles qui ont ravagé l'Italie, notamment avec, comme vous le savez peut-être, Spartacus, etc. Dans cette conférence, je vais donc m'appuyer sur 3 textes antiques. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous les envoyer, je vous les mettrai donc à la fin, qui exposent chacun une révolte contre Rome. Elles nous serviront d'exemple afin d'illustrer la politique d'intégration des conquêtes. Donc vous trouverez ces textes dans le chat à la fin de la conférence, je vous les enverrai. Ils sont pas indispensables pour comprendre, mais si vous voulez les lire, allez-y, vous en avez pour 2 minutes, quoi. Le premier texte est extrait de Guerre des Juifs de Flavius Joseph, pardon. Il y rapporte les événements des révoltes en Judée après la mort d'Hérode, donc entre 66 et 73 après Jésus-Christ. Les 2 autres textes sont de Tacite. Le premier est extrait des Annales, nous parle d'Arminius et des révoltes des Germains sous l'empereur Auguste. Le deuxième, extrait d'Histoire, raconte rapidement une révolte gauloise menée par Maricus en 69 après Jésus-Christ. Flavius Joseph est un Romain de culture grecque et de confession juive. Il est né... Attendez juste un instant, voilà. Il est né en 37 ou 38, on ne sait pas vraiment, en Judée, et il meurt vers l'an 100. Il devient le protégé de Vespasien, après lui avoir prédit qu'il deviendrait empereur. Il est cependant vu par les Juifs comme un traître à cause de son rapprochement avec Rome. Il est la principale source sur les guerres de Judée. Tacite est né vers 54 en Gaule narbonnaise, c'est-à-dire la partie gauloise qui est au sud de la France actuelle, sur le tour de la Méditerranée. Ça fait donc de lui un gallo-romain. Donc il est né en 54 et meurt en 120. C'est un homme politique important de son temps, il occupe des fonctions élevées. Il est préteur, consul, tribun de la plèbe, sénateur, gouverneur. Il est un exemple de Gaulois pleinement intégré à Rome. Avec l'appui des textes dans cet exposé, nous essaierons donc de répondre à la question suivante. Comment Rome administre les territoires conquis entre moins 50 et le 1er siècle? Comment réagit-elle aux révoltes? Pour répondre à cette question, nous verrons d'abord comment Rome occupe et administre ces nouvelles régions et comment se fait l'assimilation des peuples autochtones. Ensuite, nous verrons comment les Romains réagissent aux révoltes, en prenant pour exemple les scènes présentées dans le texte. Alors, hop, je change ma diapo. Tac, voilà.
Dans le Mos Maiorum, que l'on peut traduire par les mœurs des anciens, coutumes des ancêtres, se trouve un dogme qu'on appelle la majestas, qui se traduit par un sentiment de supériorité des Romains à l'égard des barbares. Selon les Romains, ce qui n'est pas romain n'est pas civilisé, et ce qui n'est pas civilisé est inférieur. À partir de là, s'imposer devient légitime, et ceux qui refusent la civilisation apportée par Rome sont des barbares dont il faut se débarrasser. La Gaule, une province romanisée, donc mon petit 1. La Gaule a été conquise par César entre 58 et 50 avant Jésus-Christ. Voilà, comme vous le savez, avec voilà, la guerre des Gaules, la Vercingétorix, etc. Une conquête assez violente qui a vu la mort de probablement 1 million de Gaulois et la déportation comme esclaves d'environ 1 million d'autres, d'après César lui-même. Conquête d'autant plus violente par leur vitesse. En moins de 10 ans, toute la Gaule était conquise. Cependant, la Gaule va réussir à rapidement s'intégrer à l'Empire et les élites vont être remplacées par des Romains, ou le devenir, séduites par les avantages de la citoyenneté romaine et par la richesse économique et culturelle de Rome. Si bien qu'en seulement quelques générations, les Gaulois deviendront des Gallo-Romains, adoptant une partie de la culture et des coutumes romaines. Les villes se transforment ou se construisent et l'architecture romaine envahit littéralement le territoire des Gaules. Les villes gauloises s'organisent sur un plan orthogonal romain avec un forum au centre et dans les campagnes se fondent des villas. C'est le modèle romain. Les dieux romains remplacent ceux des Gaulois. Les artisans gaulois se répandent dans Rome pour partager leur savoir. D'ailleurs, les équipements des légions vont s'inspirer des Gaulois, notamment pour les casques et les cottes de mailles. Je vous ai mis là une image du pont du Gard, qui peut être légèrement hors sujet par rapport à ce que je dis là, vu que il se situe à Nîmes, donc dans la Gaule narbonnaise, donc il y a à peu près un siècle de décalage de la conquête. C'est un très bon exemple de l'héritage romain qui reste en Gaule. Le pont du Gard est l'emblème du deuxième régiment de la Légion étrangère, donc le régiment du génie. Ils l'ont donc sur leurs petits écussons. La Légion étrangère qui est elle-même dans un héritage romain, avec en plus le pont du Gard. On reparlera encore une fois de tout ça à la fin. Donc je change de diapo. Hop, 2. La Judée, conquête administrative. La Judée, alors indépendante, devient en 63 avant Jésus-Christ un État client romain. C'est-à-dire un État qui n'est pas une province romaine, mais qui dans les faits rend ses comptes à l'empereur. Une sorte de vassal en somme. C'est après la troisième guerre de Mithridate, où Hérode Ier, roi de Judée, aide les Romains à vaincre les Parthes, que donc la Judée devient un État vassal. À sa mort, en l'an 4 avant Jésus-Christ, son royaume est divisé entre ses fils, sous l'arbitrage d'Auguste. C'est ce moment, la partition du royaume d'Hérode entre ses 4 fils, qui est le sujet du texte de Flavius Joseph, comme je vous ai dit que je vous mettrai à la fin. L'anarchie qui suit la partition du royaume est en partie due au mauvais choix des nouveaux rois et à leur lutte fratricide. Petit à petit, Archélaos soumet les royaumes de ses frères, mais ne parvient pas à rétablir l'ordre dans la région. En l'an 6, Auguste dépose Archélaos, alors roi de Judée, et l'exile pour sa mauvaise gestion du territoire. La Judée devient une province romaine, rattachée administrativement à la province de Syrie, qui est donc juste au nord sur la carte. Oui. La province n'a donc pas été conquise, mais intégrée politiquement et diplomatiquement par Rome. Les peuples présents sur place changent donc de maître sans guerre et voient au début les Romains comme ceux qui ont rétabli l'ordre. L'administration se romanise et comme pour la Gaule, les élites commencent à s'assimiler. Cependant, nous verrons plus loin que les dissensions culturelles vont rapidement poser problème. Donc 3, on va parler d'Arminius, donc l'échec de l'intégration romaine. Bon, comme vous voyez, pour l'illustrer, j'ai utilisé un buste de lui qu'on a, et une screen donc, de la série Barbaron de Netflix. Bon, j'ai mis ça vraiment pour l'image, quoi. Arminius est né en -17 et est mort en 21. C'était un fils du chef de la tribu germaine des Chérustres, alors allié d'Auguste. Comme il était de coutume pour les Romains avec les fils de leur allié barbare, il est fait otage et envoyé à Rome où il sera éduqué comme un Romain, dans une école spécialement fondée par Auguste pour éduquer les fils de guerre des chefs romains. Ah pardon, les fils des chefs romains, excusez-moi. Il se fait remarquer comme un très bon élément, notamment en matière militaire, et on lui confie un détachement de cavalerie auxiliaire, avec lequel il brillera contre d'autres Germains lors des campagnes en Germanie d'Auguste. Le but de cette éducation
et d'un jour le renvoyer dans sa tribu pour la fédérer à Rome, en faire une alliée. C'est une technique que les Romains ont également utilisée en Gaule avec les enfants des notables gaulois pour les romaniser et dans à peu près toutes leurs provinces conquises. Cependant, Arminius est l'exemple d'un échec de cette méthode. Il était formé à l'art de la guerre romain et aux stratégies des légions, et s'est retourné contre elles. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment ce qui le poussait à trahir Rome, soit pour un gain personnel, peut-être essayer de fédérer les tribus germaines et devenir éventuellement roi de Germanie, ou alors pour protéger son peuple des violences que les Romains perpétraient sur les peuples conquis et empêcher la disparition de sa culture au profit de celle de Rome. Hop. Donc, révolte et répression. Certains s'intègrent à Rome et accueillent la civilisation à bras ouverts, comme on l'a vu, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et dans cette période, entre -50 et la fin du 1er siècle, où l'expansion de Rome est fulgurante, les révoltes sont nombreuses. Là, on va donc parler de Varus et la bataille de Teutobourg, qui est assez connue. Donc j'ai illustré la bataille avec une screen de Total War Rome 2. Voilà, pour peut-être les quelques qui n'ont pas encore joué au jeu, allez-y, il est très très bien. Vous pouvez trouver des cracks très facilement si jamais vous n'avez pas de thunes. Publius Quintilius Varus est général, sénateur et gouverneur romain, envoyé par Auguste en Germanie afin de sécuriser les conquêtes de l'Empire de l'autre côté du Rhin. Après de nombreux pillages et un certain nombre de victoires, il sera trahi par Arminius, donc, comme on l'a dit plus haut, qui était alors son éclaireur. Son éclaireur, celui-ci a réussi à former une alliance de plusieurs tribus romaines autour de la sienne, les Chérustres, ainsi que notamment les Chattes et les Mars. En l'automne de l'an 9, alors que Varus et son armée, composée de 3 légions entières et un grand nombre d'auxiliaires, rentrent vers leur quartier sur le Rhin, ils sont pris dans une embuscade immense dans une forêt marécageuse. Les légions ne peuvent pas manœuvrer et sont complètement ravagées par des hordes de Germains. La bataille dure 3 jours et les 3 légions sont entièrement détruites, leurs enseignes capturées et c'est plus de 20 000 Romains qui meurent à Teutobourg. Varus, humilié, se suicide en se jetant sur son épée. C'est grâce à ses connaissances des tactiques romaines et à la confiance que lui avait accordé le Romain, et en particulier Varus, qu'Arminius réussit à détruire la Légion, et ainsi infliger l'une des plus grandes défaites que Rome n'ait jamais subies. Pendant plusieurs mois, les affaires à Rome sont suspendues, ainsi que les fêtes. Les Romains sont sidérés par la défaite sans précédent de l'empereur Auguste, par la défaite sans précédent, et l'empereur Auguste crie en se tapant la tête contre les portes: Varus, rends-moi mes légions. Ce massacre des légions est souvent vu comme le point d'arrêt de l'expansion romaine en Germanie. La frontière sera fixée sur le Rhin jusqu'à la fin de l'Empire. Arminius fut finalement trahi et son alliance s'effondra. On note cependant, comme dit dans les textes de Tacite, que Tibère refusa de le faire assassiner, car ce n'était pas dans les coutumes romaines. Tibère, empereur romain qui succéda à Auguste. Donc, hop, diapo, voilà. Les révoltes celtes. Afin d'éviter l'acculturation, certains celtes se révoltent, comme par exemple Maricus le Boïen dans le texte de Tacite, encore une fois l'un des textes que je vous donnerai à la fin de la présentation. Je vous ai donc mis une carte de la migration du peuple des Boïens. Au début, ils étaient donc... Bon, la partie la plus à l'est très ancienne va se baser sur... avant, voilà, ils étaient dans la Gaule cisalpine, c'est-à-dire la partie de l'Italie qui se situe en dessous des Alpes. Donc elle a été conquise à peu près des siècles avant la guerre des Gaules. Et les Boïens ont migré dans la région du Bourbonnais, en Auvergne. Et ils sont donc établis là. C'est un exemple clair de répression romaine qu'on voit dans le texte. Les révoltés sont détruits en une seule bataille, les leaders sont arrêtés et exécutés. Maricus fut donc capturé par les Romains et emmené dans un amphithéâtre pour y être dévoré par des bêtes, voilà, exécution publique. Et alors que les bêtes tardaient à le dévorer, certainement parce qu'elles n'avaient pas faim tout simplement, l'empereur Vitellius le fit exécuter devant tout le monde pour éviter qu'on le pense invulnérable ou qu'il ait du pouvoir. Les Romains avaient une certaine aversion pour tout ce qui était pouvoir druidique des Gaulois. On note également que Tacite, donc l'auteur qui nous rapporte les faits, était donc un gallo-romain et il n'appréciait pas ceux qui refusent la civilisation romaine. Il est complètement méprisant à l'égard de Maricus, comme vous le verrez si vous lisez le texte. Et d'un autre côté, il mentionne les Gaulois qui ont été aidés Vitellius à mettre fin à la révolte.
Bon, ça montre bien son intégration à Rome. On peut également parler des Bretons, qui sont opposés à la romanité à cause de la conquête beaucoup trop violente et des exactions beaucoup trop nombreuses des légionnaires. En 43, la province de Bretagne est créée. Celle-ci englobe le sud-est de l'Angleterre actuelle, à l'exception de quelques États clients, comme celui des Icènes. Lorsque le roi meurt, il laisse son royaume à ses deux filles. À l'opposé du droit romain, dans les traditions bretonnes, elles ne font aucune distinction entre les sexes pour l'exercice du pouvoir. Voilà ce que rapporte Tacite. Néron, donc du moment, saisit cette opportunité pour confisquer leur territoire aux Icènes. La reine Boudica ou Boadicée, tout dépend voilà, comment on le prononçait, est rouée de coups et ses deux filles sont violées par des légionnaires. Boudica va rentrer en révolte et sera suivi de nombreux Bretons qui vont piller Lugdunum, donc Londres aujourd'hui, et détruire le temple de Claude. Il sera finalement vaincu avec l'arrivée de renforts romains, et les traumatismes laissés par la phase de conquête ont conduit les Bretons à se révolter de nombreuses fois contre les Romains, et contrairement aux Gaulois, ne seront jamais pleinement intégrés à l'Empire. Hop, donc la Judée et les révoltes juives. À la mort d'Hérode, la Judée est en pleine anarchie et en lutte pour le pouvoir, entre plusieurs factions. L'ordre est ramené par l'empereur Auguste qui crée la province de Judée en l'an 6, comme on l'a vu au-dessus. Donc ce sont des événements qui sont rapportés dans le texte de Tacite sur la guerre des... Oui, ce sont des événements qui sont rapportés par Tacite. Ces révoltes sont réprimées férocement et les brigands sont arrêtés. Les plus zélés sont mis en croix, soit plus de 2000 personnes au total. Par la suite, la Judée refusera de s'intégrer à l'Empire, et les Juifs iront jusqu'à attaquer les temples romains en protestation. Donc attaquer les temples romains, c'est quand même assez important, c'est-à-dire qu'ils refusent la religion romaine qui n'était même pas réellement oppressive. Voilà. Donc ils attaquent au sacré des Romains. De 66 à 73 se déroulent les événements de la première guerre judéo-romaine. Les tensions religieuses entre Juifs et Romains atteignent leur paroxysme en 66 au moment où, à Césarée, une ville de Judée, les Juifs se soulèvent. Ce soulèvement va provoquer l'intervention d'une légion qui va échouer à rétablir l'ordre. Les révoltes s'étendent à la Judée entière et Néron envoie d'autres légions pour tenter de rétablir l'ordre. Jérusalem est assiégée en 70 et le grand temple est pillé. C'est ce qu'on voit sur les représentations là. C'est un événement relativement traumatisant pour les Juifs. Encore aujourd'hui, c'est resté dans leur culture. Et en 73, le siège de la forteresse de Massada voit les derniers Juifs révoltés se suicider plutôt que se rendre aux Romains. Ce siège met fin aux révoltes et, à leur issue, la garnison est renforcée et plus de 300 000 Juifs ont été tués. S'ensuit plusieurs autres révoltes, dont la révolte de Bar Kokhba en 132 et en 135, qui voit presque la disparition totale des Juifs de Judée, plus de 500 000 morts et un millier de villes et villages rasés. Après cette révolte, la province de Judée est supprimée et remplacée par la Syrie-Palestine. On note aussi que pendant cette révolte, afin d'affirmer l'indépendance de la Judée par rapport à Rome, des pièces de monnaie furent frappées. Les révoltés n'ayant pas un stock suffisant de métaux, ils refrappèrent des monnaies existantes, romaines ou non. Vous verrez également en bibliographie, vous avez un article de Marc Filenenko qui vous parle donc ce refrappage des pièces. Voilà, ça prend à peu près 10 minutes à lire et c'est vachement intéressant. Donc je vous conseille d'aller faire un tour si jamais ça vous intéresse. Hop, donc la bibliographie est là, donc j'arrive à ma conclusion tranquillement. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu rapide, voilà, c'était l'introduction. Donc Rome, pour sécuriser ses conquêtes, a eu une politique d'intégration dite par le haut. Elle va cibler les élites en leur faisant désirer la citoyenneté romaine et ses privilèges, pardon. Les masses imitant généralement les élites, à plus ou moins long terme, cette politique est viable. Elle est parfois couplée à une conquête agressive qui permet d'éliminer les réfractaires dès le début et d'asseoir la supériorité de Rome. La Gaule est un bon exemple de réussite de l'assimilation romaine. Cependant, les conquêtes étant brutales, certaines dépassent parfois un certain seuil d'acceptabilité et créent des traumatismes parmi la population annexée. Par exemple, les Bretons ont subi de trop nombreuses et trop violentes exactions et n'ont fait que se révolter. Un autre obstacle à l'intégration des populations est le lobbying culturel, si je puis dire, qui, en présence d'une culture assez forte, va créer des tensions. La culture grecque, par exemple, bien que très développée, était semblable à celle de Rome et a pu facilement et pleinement s'intégrer. Par contre, la culture et la religion juive, monothéistes, étaient trop développées et différentes pour être pleinement intégrées,
et a donc provoqué des tensions qui sont devenues des révoltes à répétition. Pour contrer cela, Rome n'a eu d'autre choix que de détruire la population présente, afin de repartir sur des bases nouvelles. Le pragmatisme romain est ici bien illustré. Pour résumer, si une population se révolte, il faut détruire les révoltés et tuer les leaders. C'est que la conquête n'a pas été assez efficace. Si elle persiste, alors c'est les populations qui est détruite. Si elle ne veut pas de l'assimilation, elle n'a rien à faire dans les frontières de Rome. Rome ne montre aucune pitié contre ceux qui refusent de devenir civilisés. On peut penser que tout ceci est bien loin, mais il n'en est rien. L'histoire antique est une mine pour les romans nationaux modernes. Combien d'États dans l'histoire se sont dit les héritiers de Rome, que ce soit l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, la France de Charlemagne à Napoléon, ou même la Russie tsariste. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare que dans les ruines de la forteresse de Masada, les soldats israéliens de Tsahal prêtent le serment que Masada ne tombera plus jamais. La prochaine conférence que je vous ferai sur ce serveur sera donc beaucoup plus poussée par rapport à celle-là, qui n'était qu'une introduction, une mise en contexte. Nous développerons la fondation des romans nationaux européens à partir des héros antiques, comme Arminius, Boudica, Vercingétorix pour ceux que j'ai seulement cités ce soir. Nous tâcherons de comprendre comment l'héritage romain a pu cohabiter avec celui de ses opposants, dans les histoires officielles de nombreuses nations. Nous y étudierons évidemment en particulier le cas de la France, mais sans ignorer les pays qui nous entourent et qui ont écrit leurs romans nationaux, leur histoire officielle, à la même période que nous, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, cette conférence est terminée. Voilà, ce petit exposé d'introduction qui m'a permis donc de rappeler certaines bases, peut-être d'apprendre certaines choses à certaines personnes, de donner des sources, voilà, que je vous donne là, notamment le premier manuel, qui est très utile si jamais vous faites comme moi des études d'histoire. Sachez qu'avec ce manuel-là, vous pouvez très bien vous débrouiller une histoire romaine. Honnêtement, je suis loin d'être très très bon en antique, et ce livre est vraiment très très bien. Voilà, Martial Leglé, Yann Le Bohec, Jean-Louis Voisin, Histoire romaine, Paris, édition Puff, il est génial. Donc j'ai terminé, donc mais mon cher camarade peut reprendre la parole s'il le souhaite, ou si jamais il y a des questions. D'accord, bah du coup, oui, moi je t'avais posé une question concernant l'assimilation et du coup l'extermination d'un peuple qui ne s'assimile pas. C'est par Ouais. rapport au peuple juif Mhm. euh, concernant l'Empire romain. Est-ce que cette règle est encore d'actualité, selon toi? Alors, du coup, évidemment, ça a certainement été récupéré, notamment dans les années 30. Voilà, par exemple Hitler, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, qui se voulaient héritiers de Rome, évidemment. Après, bon, est-ce que c'est encore actuel aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'on ait encore aujourd'hui, dans notre monde moderne, des États qui se disent héritiers romains. Bon, peut-être qu'un jour ça reviendra, je ne sais pas, mais actuellement, non, les romans nationaux sont un petit peu lissés, si je puis dire. Mais à l'époque, oui, c'était très certainement encore d'actualité, notamment dans ceux qui se disaient héritiers romains. D'accord. Bon, bah est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Moi, je vois personne écrire dans le salon, donc j'imagine que non. Bon. Bah, merci beaucoup du coup, Émile, pour cette partie 1 Oui, de voilà, cette ton... introduction. Donc, je n'ai pas de date évidemment pour la suite, mais bon, évidemment, ce sera beaucoup plus poussé, ce sera vraiment sur un sujet que je maîtrise plutôt bien. Là, c'était simplement pour remettre un contexte autour de donc cet héritage du roman national antique. D'accord. Bah, du coup, voilà. Merci à notre conférencier pour avoir effectué un travail, on va dire, qualitatif. Et merci du coup à tout le monde de l'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et je pense qu'on peut du coup couper maintenant.